Qu'est-ce que le Moyen-Âge? À cette question, deux réponses viennent spontanément. La première, généralement issue de l'éducation nationale française, est une période d'environ 1000 ans qui sépare l'Antiquité de la Renaissance. Les dates butoirs traditionnelles sont d'un côté la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 et de l'autre la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. La seconde réponse vient plutôt de notre imaginaire, nourri par des monuments, des peintures, des romans, des bandes dessinées, des films, des séries télé et des jeux vidéo, à savoir une époque de châteaux forts et de cathédrales gothiques, de chevaliers valeureux ou corrompus, de prêtres bienveillants ou fanatiques, et de paysans systématiquement miséreux. Notre esprit a ensuite tendance à assimiler ces deux réponses, à étendre du 5e au 15e siècle le fameux temps des cathédrales. Et pourtant tout cela serait faux, que ce soit la période délimitée dans le temps, ou bien notre imaginaire à son propos, tout cela s'appuierait sur une série d'erreurs et de mensonges historiques. Rassurez-vous, je ne fais pas ici référence à une quelconque théorie du complot, mais plutôt à une thèse très sérieuse d'un historien médiéviste, c'est-à-dire un historien spécialiste du Moyen-Âge, à savoir Jacques Herz. En 1992, cet universitaire publie un essai historique intitulé « Le Moyen-Âge, une imposture ». D'après lui, le Moyen-Âge est un mythe, une histoire fausse des 1000 ans séparant la fin de l'Antiquité du début de la Renaissance, deux périodes dont les bornes chronologiques sont d'ailleurs choisies de manière arbitraire. Bien sûr, ces 1000 ans eux-mêmes existent, avec leur lot d'événements, de mutations et d'acteurs en tout genre, mais ils ne constituent pas une véritable période historique cohérente par elle-même, et encore moins un « âge moyen ». Avant de détailler ces idées, présentons rapidement l'auteur de cet essai. Jacques Herz, né en 1924, mort en 2013, est un historien médiéviste français. Sa carrière est celle d'un universitaire classique. Après un bon parcours scolaire, il fait des études d'histoire et devient professeur dans l'enseignement secondaire. Puis il fait sa thèse de doctorat d'État, consacrée à Gênes au XVe siècle, et occupe différents postes dans la recherche et l'enseignement supérieur. Il finit sa carrière en tant que professeur honoraire à l'université Paris-Sorbonne, c'est-à-dire l'ancienne université Paris IV. En tant que chercheur, Jacques Herz a été proche de Fernand Braudel et des méthodes de l'école des Annales. Il propose ainsi une histoire socio-économique s'inscrivant dans le temps long, à l'image de sa thèse sur la ville de Gênes en Italie. En plus de ses travaux universitaires sur le monde méditerranéen au XIVe et XVe siècle, Jacques Herz a également fait de la médiation historique sur le Moyen-Âge dans son ensemble auprès du grand public. L'essai historique dont je parle aujourd'hui est un bon exemple de cette médiation. Enfin, politiquement, Jacques Herz est un historien conservateur. Cela le démarque un peu de l'école des Annales, laquelle est assez largement socialisante. De cette présentation, on en conclut que Jacques Herz est un historien sérieux. Mais alors pourquoi écrit-il que le Moyen-Âge n'existe pas? Eh bien, essentiellement pour deux raisons. La première, la plus évidente, est que le Moyen-Âge, dans l'esprit de la majorité du public, est un énorme amalgame d'idées reçues et fausses, construites progressivement à partir du XVIe siècle, voire même auparavant. En gros, pour la plupart des gens, le Moyen-Âge, c'est surtout la légende noire du Moyen-Âge. Certes, cette affirmation, datée de 1992, est aujourd'hui à nuancer. En 2026, de nombreuses personnes, et peut-être vous-même, ont une vision de la période médiévale historiquement plus juste, ou en tout cas plus positive, voire peut-être trop positive. Après tout, l'imaginaire actuel du Moyen-Âge, décrit en introduction, est autant amélioratif que péjoratif. Or, la revalorisation du Moyen-Âge, en particulier via la culture populaire, était bien moins avancée en 1992. Pour vous remettre dans le contexte, en 1993, soit un an plus tard, sortait en France le film Les Visiteurs de Jean-Marie Poiret, une comédie collectionnant volontairement les clichés de la légende noire du Moyen-Âge, alors familiers du grand public. On y retrouve les chevaliers violents et grossiers, les paysans sales et miséreux, et même les sorcières laides et maléfiques. Depuis lors, les représentations du grand public sur cette période historique ont beaucoup changé, et pour l'essentiel, dans un sens positif. Néanmoins, même aujourd'hui, il reste encore beaucoup de traces de cette légende noire dans la tête des Français. Après tout, de nos jours, on peut encore entendre régulièrement des personnes s'exclamer « on n'est plus au Moyen-Âge » ou utiliser l'adjectif qualificatif « moyenâgeux » pour exprimer une forte réprobation vis-à-vis de quelques phénomènes de toutes sortes, jugés arriérés ou dépassés. Ainsi, l'objection de Jacques Herz envers la légende noire du Moyen-Âge, écrite en 1992, conserve encore aujourd'hui sa pertinence, bien que dans une moindre mesure. Ensuite, la seconde raison pour laquelle le Moyen-Âge n'existe pas aux yeux de Jacques Herz est le fait qu'il s'agit d'une construction intellectuelle
subjectives et abstraites, s'emprisent avec le réel. Le Moyen-Âge est seulement un ensemble de siècles pris entre deux moments, choisis arbitrairement, sans contenu cohérent en lui-même qui pourrait lui donner son unité. Le Moyen-Âge n'existe donc pas, sinon comme un mythe, comme une construction intellectuelle a posteriori, à l'instar de son antithèse, à savoir la Renaissance. Inspiré par cette idée centrale, Jacques Herz écrit donc cet essai, dont il résume l'objectif dans l'avant-propos. L'important ne me paraît pas de parfaire, sur tel ou tel point, une réhabilitation de ce Moyen-Âge, et pas plus d'évoquer, par choix personnel, une sorte d'âge d'or où tout aurait été d'une autre qualité humaine, dans une société plus sereine. Mais bien d'affirmer que ce Moyen-Âge, en réalité, n'a pas existé, qu'il s'agit d'une notion abstraite, forgée à dessein, pour différentes commodités ou raisons, à laquelle a été sciemment appliquée cette sorte d'opprobre, et donc de rechercher, pour le dénoncer, les origines et les mécanismes de cette démarche, de cette véritable imposture intellectuelle, responsable et de la croyance en une période spécifique ainsi qualifiée, et de cette mauvaise image injustifiée, redessinée avec tant de légèreté ou de mauvaises intentions. Une renommée qui, de façon parfaitement gratuite, pèse ainsi sur 9 ou 10 siècles de notre passé, pris tout en bloc, sans discernement ni nuance. Tout l'ouvrage consiste de la sorte à démasquer l'imposture du Moyen-Âge. Comment s'est-elle mise en place? Par qui et pourquoi? À l'encontre des idées reçues, l'auteur rétablit ensuite la vérité historique, de manière succincte, en se basant sur les connaissances scientifiques de 1992. Bref, ce livre est ce qu'on appellerait aujourd'hui un débunkage. Pour que vous en ayez un aperçu plus clair, je vais donc proposer pendant les prochaines minutes un résumé du livre, puis j'en ferai une critique, et enfin je conclurai cette vidéo. Tout d'abord, présentons l'ouvrage. Je me réfère à la réédition de 2008, qui est simplement sa version livre de poche, publiée chez Perrin dans la collection Tempus. Cet essai comprend 384 pages et se compose de 16 chapitres, ordonnés en 4 parties, précédés d'un avant-propos et suivis d'une conclusion. D'abord, la première partie décrit les origines des expressions Moyen-Âge et Renaissance. Elle relativise leur pertinence pour désigner objectivement des périodes historiques. Puis la deuxième partie décrit les légendes noires du Moyen-Âge dans ses aspects politiques et sociaux, c'est-à-dire d'un côté la société féodale et de l'autre la société seigneuriale. Ensuite, la troisième partie rétablit la réalité historique de la société seigneuriale, en particulier les conditions de vie très variables des paysans et les relations très plastiques entre ville et campagne. Enfin, la quatrième et dernière partie est dédiée à la légende noire de l'église médiévale. Elle commence par un débunk complet de certains aspects de cette légende, et elle termine en nuançant d'autres aspects. Cette quatrième partie réévalue ainsi le poids réel qu'a eu l'église sur la société médiévale, notamment par rapport à d'autres forces politiques et économiques. Après cette présentation succincte, entrons donc dans les détails. L'avant-propos fait d'abord un constat sur le dénigrement du Moyen-Âge dans le monde moderne. Jacques Herz émet alors une hypothèse. Ce dénigrement du Moyen-Âge aurait une cause psychologique, à savoir que la modernité a besoin d'un bouc émissaire pour incarner toutes ses failles. C'est pourquoi la modernité a cherché et trouvé ce bouc émissaire dans le passé européen, c'est-à-dire dans le Moyen-Âge. L'auteur expose ensuite son projet à travers cet essai, voire l'extrait lu en introduction, c'est-à-dire non pas une réhabilitation, mais une correction factuelle, ou, si vous préférez, une démystification. Première partie, Moyen-Âge et Renaissance, la magie des mots inventés. Jacques Herz commence par des réflexions générales sur les modes en histoire et sur la pertinence de la périodisation. Certes, il admet la nécessité pratique de découper l'histoire en périodes pour faciliter l'étude et la diffusion de la science historique. Néanmoins, l'auteur met en garde sur la tentation qu'on puisse avoir de donner des qualités à une période entière, prise en bloc, sans se référer directement aux réalités historiques, accessibles uniquement par leurs traces. C'est là tout le problème du Moyen-Âge et de la Renaissance. Les historiens, spécialistes ou généralistes, notamment au XIXe siècle, ont eu tendance à construire tout un imaginaire caractérisant le Moyen-Âge et la Renaissance comme étant des périodes cohérentes. Ce travail a été fait essentiellement à partir de sources secondaires littéraires, elles-mêmes souvent postérieures à ces périodes. D'ailleurs, quand commence et quand termine ce Moyen-Âge? Comme le savent tous les historiens aujourd'hui, les bornes chronologiques du Moyen-Âge sont floues. À son point de départ, la chute de l'Empire romain d'Occident,
situé traditionnellement en 476, a en fait été largement relativisé au profit de la notion plus large d'antiquité tardive, s'étendant à minima du 4e au 8e siècle. Et à son point d'arrivée, la Renaissance est plutôt une affirmation moderne, à la fois littéraire, artistique et politique, qu'une réalité vécue des 15e et 16e siècles. D'ailleurs, Jacques Herz développe son propos sur cette affirmation moderne qu'est la Renaissance, c'est-à-dire sur sa construction intellectuelle et, par voie de conséquence, sur celle du Moyen-Âge. Ce processus est entamé par Pétrarque dans les années 1330-1340, c'est-à-dire au tout début de ce qu'on appelle généralement le Moyen-Âge tardif. L'idée de Renaissance est d'abord un discours sur le renouveau de l'Antiquité dans les arts. Ce discours favorise un style artistique à la fois italien et princier. Il exprime les présupposés politiques de ceux qui le portent, c'est-à-dire quelques artistes et commentateurs courtisans, appelés de nos jours les humanistes. Ces hommes et ce style sont remis en avant par les Lumières au XVIIIe siècle, puis par les Romantiques au XIXe. Le premier auteur à utiliser le mot « Renaissance » serait Balzac, en 1830, dans sa nouvelle Le Bal de Sceaux. L'expression rencontre le succès et s'ancre alors dans l'imaginaire collectif. Cependant, tous ces hommes qui, au XVIIIe et XIXe siècle, valorisent la Renaissance, ne le font pas tellement pour des qualités esthétiques objectives, mais bien en raison de leurs orientations politiques, philosophiques et même émotionnelles. Ces hommes valorisent donc cette période pour des qualités subjectives. En outre, Jacques Herz expose les idées reçues positives sur la Renaissance, en opposition avec celles, négatives, sur le Moyen-Âge. Or, les premières sont tout aussi fausses que les secondes. Par exemple, les communes italiennes, dites modernes, typiques de la Renaissance, reprennent les violences guerrières de l'Antiquité contre leurs voisines. Elles n'hésitent pas à réduire la population en esclavage pour organiser des triomphes à la romaine, alors que, dans les seigneuries rurales du nord de l'Europe, l'esclavage est très largement absent. Une fois cette information en tête, la Renaissance paraît en effet beaucoup moins désirable par rapport à la période médiévale. Deuxième partie, la féodalité et les droits du seigneur. Dans cette partie, Jacques Herz décrit la légende noire du Moyen-Âge dans ses volets politiques et social. Il commence par exposer les partis pris contre la féodalité dans l'histoire de France, attaqués d'abord par l'État royal d'Ancien Régime, puis par les Lumières, et enfin par les révolutionnaires et républicains de l'époque contemporaine. Tous entendent lui substituer un autre modèle plus centralisé, plus rationnel, bref, plus moderne. L'auteur décortique ensuite la propagande républicaine contre la féodalité. Il détaille toutes les outrances de cette propagande qui vont jusqu'au ridicule. Pourtant, ces outrances sont prises au sérieux au XIXe siècle. Elles sont diffusées via les discours politiques, la fiction historique, et surtout via l'école républicaine. C'est ainsi que se construit les légendes noires du Moyen-Âge dans les têtes de tous les écoliers français. Si le répertoire des droits féodaux abusifs s'est un peu décanté, nous demeure tout de même comme vérité attestée le fameux droit de première nuit qui permettait aux seigneurs de posséder, le premier, l'épouse de chacun de ses vassaux. Nombre d'ouvrages en parlent encore très sérieusement. Quantité de romans historiques et même de films ont agrémenté et renforcé leurs intrigues de tels épisodes scandaleux qui provoquaient, à juste titre, la révolte des dix vassaux aidés de leurs amis. Nos historiens du XIXe siècle étaient sur ce point intarissables et rappelaient régulièrement les abus d'un droit qui prouve l'excès de tyrannie des seigneurs et de l'esclavage de leurs sujets. En France, écrivait-il, ce droit de cuissage s'est maintenu plus longtemps qu'ailleurs par le caractère des Français qui attachent beaucoup de prix à de telles redevances. D'ailleurs, petit aparté, le cinéma hollywoodien confirme les affirmations de Jacques Herz, puisque ce cliché du droit de cuissage, face auquel le héros et ses amis se révoltent, se retrouve comme élément déclencheur dans le film Braveheart de Mel Gibson en 1995, seulement 3 ans après la publication de cet essai. Comme quoi, ces clichés ne sont pas seulement le propre des Français. Troisième partie, les paysans ou la légende noire. L'auteur entame ensuite un grand débunkage sur la société féodale et seigneuriale. Petite précision de vocabulaire au préalable. La féodalité désigne les rapports de pouvoir dans l'aristocratie, reposant alors sur les relations et les échanges de services d'homme à homme, de vassal à suzerain et vice-versa. La féodalité se développe essentiellement en Europe de l'Ouest du Xe au XIIIe siècle, même si la chronologie varie selon les régions. L'ordre seigneurial désigne quant à lui l'organisation sociale et économique des hommes de toutes conditions, vivant dans un maillage complexe de multiples seigneuries. L'ordre seigneurial
concerne toute l'Europe médiévale à partir du Xe siècle et s'étend plus ou moins, selon les régions, jusqu'au XVIIIe siècle. Les historiens parlent donc de société féodale quand ils abordent l'ordre politique et de société seigneuriale quand ils abordent l'ordre social et économique. Et dans les deux cas, c'est de la même société du Moyen-Âge dont ils parlent. Or, dans cette troisième partie, l'auteur s'attarde sur l'ordre seigneurial. Il revient sur le poids réel des prélèvements seigneuriaux en comparaison des prélèvements fiscaux étatiques modernes, lesquels sont souvent plus lourds et surtout plus difficiles à négocier. La fiscalité n'est en effet pas un phénomène propre à la période médiévale. Jacques Herz insiste également sur la diversité des sociétés rurales, d'un côté par le caractère divers des dominants, rois, nobles, ecclésiastiques, citadins, paysans enrichis, et de l'autre par l'évolution des positions sociales, fluctuant au gré des circonstances et des actions des personnes. L'auteur met en avant la position de force de certains paysans et des abus de pouvoir qu'ils peuvent commettre dans les sociétés villageoises. En outre, il dément l'idée reçue d'une opposition entre ville et campagne. Selon cette idée reçue, la première serait libérale et capitaliste, tandis que la seconde serait oppressive et seigneuriale. Or, c'est tout simplement faux. Les villes sont en effet des enchevêtrements de seigneuries, au pluriel, et les interactions sont permanentes entre la ville et la campagne. Quant aux libertés communales, l'auteur les relativise. En fait, la commune est avant tout le régime de la domination des riches sur les pauvres. Quatrième partie, l'Église, autre légende, autre combat. La quatrième et dernière partie se focalise sur la légende noire de l'Église médiévale. L'auteur commence par débunker l'idée reçue de l'obscurantisme du clergé, laquelle ne tient pas si on lit sérieusement les sources retraçant ses actions et ses réflexions. Quant à la superstition générale, elle existe de tout temps. Il suffit de regarder notre société contemporaine et ses boutiques de cailloux magiques pour s'en rendre compte. Jacques Herz montre alors que les attaques contre le clergé médiéval sont motivées par des causes politiques propres aux époques ultérieures. Il s'attarde sur les légendes des terreurs de l'an 1000 et des débauches du clergé incarnées dans le mythe de la papesse Jeanne. Toutes ces légendes sont des constructions modernes à partir de quelques textes, sortis de leur contexte, servant à accuser les clercs. L'auteur revient ensuite sur la croisade des Albigeois, c'est-à-dire cette croisade interne à la chrétienté entre 1209 et 1229, menée par les chevaliers du nord de la France, vassaux du roi capétien, puis le roi Louis le Lion en personne. Ces chevaliers ont répondu à l'appel du pape Innocent III contre les hérétiques du Languedoc et les seigneurs qui les protégeraient. Cette croisade serait un exemple emblématique de violence extrême motivée par le fanatisme religieux. Or, Jacques Herz révise cette lecture, non pas au profit d'une réhabilitation des événements et des acteurs, mais d'une réflexion sur leur motivation. Il compare la croisade des Albigeois avec la conquête du royaume de Sicile par le capétien Charles d'Anjou, frère du roi Louis IX, en 1265-1270. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes facteurs politiques et sociaux, à savoir l'expansion capétienne et la jalousie des gens du Nord vis-à-vis des habitants du Sud. En fait, la religion est plutôt un prétexte au déchaînement de violence que sa principale motivation. De même, Jacques Herz reprend l'histoire de l'Inquisition, d'abord en rappelant le nombre finalement assez réduit de ses victimes, sans pour autant les nier, puis il relativise le caractère proprement médiéval des persécutions religieuses. Après tout, les protestants luthériens et calvinistes mènent également de telles persécutions à l'époque moderne. Enfin, il remet également en question les motivations des persécuteurs, lesquelles ne sont pas forcément religieuses, mais le plus souvent financières. Par exemple, lorsque les juifs sont expulsés de certains territoires chrétiens, il s'agit plus souvent de se débarrasser de créanciers que d'infidèles. Finalement, l'auteur nuance le poids réel des tabous religieux sur l'usure et la finance. Le capitalisme, ses pratiques et ses outils sont en effet déjà largement développés à la fin du Moyen-Âge. Certes, les juifs sont régulièrement cités comme prêteurs, mais ils sont le plus souvent des prête-noms pour des usuriers chrétiens. En outre, dans le secteur de la finance, l'auteur rehausse le rôle des Lombards, c'est-à-dire des Italiens exilés de leur commune après avoir perdu des luttes de factions. Ensuite, il minore l'attitude répressive de l'Église vis-à-vis du prêt à intérêt. Généralement, l'institution ecclésiale laisse faire, voire elle justifie et participe activement à cette activité financière, bien qu'elle fixe des limites morales à cet égard. Le christianisme médiéval n'est donc pas si hostile que ça au développement capitaliste, voire il l'accompagne et donc le favorise. Conclusion. Pour finir, Jacques Herz revient sur les causes des idées reçues en histoire. Selon lui,
elles viennent en partie du conformisme, en particulier de la part des historiens qui, dans les documents, recherchent la validation de leurs présupposés et hypothèses de départ plutôt que leur affirmation. L'auteur incrimine également le choix des documents vis-à-vis desquels les historiens manquent de recul. Les différences de genre, les démarches artistiques et politiques ne sont pas assez prises en compte. Les historiens se focalisent sur les documents les plus faciles d'accès et les plus faciles à lire, bien qu'on puisse méconnaître les auteurs et donc leurs biais. Par exemple, Jacques Herz écrit « Nous, les historiens, utilisons aussi pour la vie quotidienne dans nos villes et les mœurs bourgeoises de nombreux rappels de ce que montraient les œuvres satiriques, les fabliaux et les farces, ou, dans un registre différent, quelques traités d'économie domestique sur la façon de se bien comporter et de mener ses enfants ou ses serviteurs. Qui se priverait alors de citer le si célèbre Ménagier de Paris, écrit vers 1390 par un inconnu que l'on croit bourgeois et aisé. De ces lectures viennent nombre d'affirmations péremptoires sur la condition de la femme en général, à travers tout notre Moyen-Âge. Est-ce bien sérieux? Ce qui serait vrai, supposition déjà bien hasardée, à Paris, le serait-il ailleurs, à Toulouse ou à Marseille? Les Florentins s'effarouchaient et s'indignaient de la liberté de mœurs qu'affichaient les femmes de Gênes. Et ces auteurs, celui du Ménagier entre autres, les connaissons-nous autrement que par leurs écrits? Ce bourgeois était-il un homme sensé, ou un grincheux, avare et acariâtre, qui trouvait là occasion d'exhaler sa bile? Ainsi écrit-on trop souvent l'histoire sociale, il y faudrait autre chose. Quant aux textes normatifs, ils sont trop pris au sérieux comme effectifs, alors qu'ils indiquent plutôt l'intention de l'autorité et maîtrise de ces textes. Après tout, nous savons bien que, même aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'État français édicte une loi que celle-ci est vraiment appliquée dans les faits. En réalité, la lecture des documents plus effectifs, tels les comptabilités marchandes, les rapports judiciaires ou les minutes notariales, est un travail difficile et ingrat. Jacques Herz le reconnaît. Mais, selon lui, l'historien doit faire ce travail, sinon il reste dans les a priori abstraits, sous-entendu il reste dans le mythe et non dans l'histoire. C'est donc ainsi que l'auteur conclut son essai, par une incitation au travail, plutôt qu'au conformisme. Sur ce, s'achève donc le livre Le Moyen-Âge, une imposture de Jacques Herz. Maintenant que j'ai résumé l'ouvrage, qu'en ai-je pensé? Quelle critique, positive ou négative, puis-je en faire? Tout d'abord, cet essai est stimulant intellectuellement. Comme indiqué en conclusion, il encourage ceux qui écrivent et ceux qui lisent l'histoire à rechercher la vérité historique directement d'un document et, par conséquent, à vérifier les sources plutôt que de croire sur parole les générations précédentes d'historiens. Alors certes, c'est un propos très convenu en histoire, mais c'est tout de même une bonne chose de rappeler que l'anticonformisme peut être une véritable vertu scientifique et pas seulement une posture snob. Ensuite, ce livre est un bon débunkage des légendes noires du Moyen-Âge et, à l'inverse, des légendes blanches de la Renaissance et de la modernité, depuis les communes italiennes des XIVe-XVe siècles jusqu'à l'époque contemporaine. Ce débunkage se fait de manière accessible au grand public, auquel il présente également des connaissances historiques scientifiques afin de pouvoir les substituer à ces légendes. En parallèle de leur démystification, l'auteur explique leur processus de fabrication par des causes logiques et psychologiques. Le lecteur comprend ainsi successivement le mythe, puis la réalité historique, et enfin comment et pourquoi nous sommes passés de l'un à l'autre dans l'imaginaire collectif. Dans le langage actuel, on pourrait qualifier cet essai d'une, entre guillemets, déconstruction du Moyen-Âge, malgré la charge péjorative qu'a parfois pris ce mot à cause de discours militants. En plus de nous sortir de la légende noire, cet essai nous sort des schémas d'opposition binaires de type dialectique. Par exemple, les oppositions entre ville et campagne, entre seigneurs et paysans, ou entre clercs et laïcs. Ce sont des lieux communs de l'historiographie du XXe siècle qu'il faut dépasser dans le but de mieux comprendre les relations dans la société médiévale, où les statuts et les formes de domination sont très divers, transcendant les catégories figées. Pour illustrer ces propos, voici quelques exemples. D'abord, les citadins possèdent souvent des terres dans la campagne environnante de leur ville, laquelle n'est pas la propriété exclusive des seigneurs ruraux. Ensuite, un paysan riche a plus de moyens de pression économique, c'est-à-dire plus d'argent ou plus de richesse de manière générale, qu'un noble pauvre. Et enfin, un notaire est un travailleur laïque, mais sa profession le rapproche du rôle social de clerc. Ainsi, Jacques Herz encourage à éviter les généralisations abusives, éloignées des réalités sociales qu'entraînent ces schémas dialectiques binaires. Néanmoins, cela m'amène à une première critique négative.
L'auteur invoque régulièrement l'analyse concrète, s'appuyant sur des sources de la pratique réelle contre les propos abstraits, souvent tirés de la littérature. Cependant, c'est là un lieu commun que chacun revendique pour soi. Tout le monde scientifique, ou à prétention scientifique, prétend avoir un discours qui s'appuie sur du concret. Je n'ai jamais entendu quiconque affirmer que son discours était abstrait et non sourcé. Mais si vouloir s'appuyer sur le concret suffisait à être dans le vrai, ça se saurait. D'ailleurs, la frontière entre ce qui relève du concret ou de l'abstrait est souvent sujet à débat, et à juste titre. Bref, revendiquer le concret pour soi est avant tout un vœu pieux et un lieu commun en histoire. De même, le refus de Jacques Herz de toute généralisation entraîne nécessairement le refus de toute réflexion globale sur le Moyen-Âge en tant que période historique prise dans son entièreté, sinon à dire qu'il n'existe tout simplement pas. Pourtant, l'Occident chrétien latin a bel et bien existé entre le 5e et le 15e siècle après Jésus-Christ. Il y avait des personnes, des lieux, des cultures, des événements, des évolutions, bref, une existence historique de l'Occident à cette époque-ci. Si on ne souhaite pas a priori nier toute idée d'essence ou d'identité dans les choses, quelles qu'elles soient, il n'est pas absurde de réfléchir à ce qui pourrait unir cet espace, pendant cet intervalle de temps, dans une même identité, au-delà de sa légende noire forgée à partir du XIVe siècle. D'ailleurs, de nos jours, les historiens sont revenus à des réflexions globales sur le Moyen-Âge. En effet, dans l'ouvrage collectif Nouvelle Histoire du Moyen-Âge, dirigé par Florian Mazel et publié en 2021, les auteurs replacent l'Église au centre du Moyen-Âge en la présentant comme l'institution qui structure et qui définit la période médiévale. La réforme de l'Église, dite grégorienne, au XIe-XIIe siècle, constitue alors le pivot central du Moyen-Âge occidental. Une telle conception contredit donc certaines réflexions de Jacques Herz dans son essai. La première est sa relativisation du poids réel de l'Église dans la société médiévale, et la seconde, son déni de toute caractéristique intrinsèque donnant son unité à la période médiévale prise dans son ensemble. Autrement dit, en 1992, Jacques Herz affirme que le Moyen-Âge est une imposture, tandis qu'en 2021, les médiévistes, autour de Florian Mazel, affirment qu'il existe bel et bien et qu'il est avant tout le fruit de l'Église catholique de ce temps. Après ces critiques globales, je peux évoquer d'autres insuffisances secondaires de l'essai à mes yeux. En premier lieu, dans la genèse d'une définition négative du Moyen-Âge, certes l'auteur relève bien le rôle joué par les humanistes italiens, les Lumières, puis les révolutionnaires et les romantiques européens, mais il met très peu en avant le rôle des historiens protestants. Par très peu, j'entends seulement quelques lignes dans le premier chapitre, à la page 31, sur l'origine de la connotation négative de l'expression Moyen-Âge. Désormais, à partir de 1688, année de publication d'une histoire du Moyen-Âge par le savant allemand Christoph Keller, Moyen-Âge est bien fixé, entre obligatoirement dans les usages, et les mots se chargent de sens, héritage des humanistes italiens, et aussi action déterminée des historiens protestants. Ceux-ci, acharnés contre l'Église médiévale et tout ce qu'elle avait pu produire, apportèrent un nouveau contenu à cette époque intermédiaire, de telle sorte que cette division du passé en trois périodes, ancienne, médiévale, moderne, la contemporaine venant plus tard, résultait vraisemblablement de ces deux courants d'idées. Ainsi, les historiens protestants ont largement contribué à établir la légende noire du Moyen-Âge, définie comme la période de domination de l'Église catholique, forcément diabolisée. Or, dans le processus précoce de construction du Moyen-Âge, Jacques Herz n'entre dans les détails que pour le rôle tenu par les humanistes italiens, et non pour celui tenu par les historiens protestants, malgré son importance. Cette quasi-absence s'explique probablement parce que Jacques Herz est un spécialiste de l'Italie, mais cela demeure une insuffisance de l'ouvrage. En deuxième lieu, on peut critiquer le fait que, parce qu'il a été publié en 1992, le livre soit aujourd'hui daté dans ses références scientifiques. Par exemple, quand il mentionne, je cite, un ouvrage récent sur le pouvoir des associations de métiers à Florence, page 251, note 59, il se réfère à un livre de 1982, soit un ouvrage qui a 44 ans en 2026. Certes, c'est assez injuste de critiquer un ouvrage sur son âge, mais il faut reconnaître que, depuis sa publication, la recherche historique a fait des progrès. Même si l'essai et ses références sont loin d'être à jeter, le lecteur, essentiellement en quête de l'exact état actuel de la recherche, devrait passer son chemin et s'orienter plutôt vers des livres plus récents, tels La Nouvelle Histoire du Moyen-Âge, que j'ai cité plus tôt. En troisième lieu, l'essai est parfois laconique quant à ses explications de la réalité historique. Il éclaire bien la légende noire du Moyen-Âge, et donc comment et pourquoi c'est une mystification, mais quand il en vient à présenter la réalité historique,
l'auteur s'en tient généralement à une simple correction factuelle, sans forcément entrer dans les explications détaillées. Par exemple, dans le chapitre 4 de la troisième partie, Jacques Herz débunk l'idée d'un succès éclatant du mouvement communal à partir du XIIe siècle, précurseur de la bourgeoisie moderne. Pour corriger cette idée reçue, il met d'abord en évidence les différences régionales entre l'Italie, la Flandre et le domaine royal français, puis il démontre que les communes connaissent généralement plus d'échecs que de succès. Pendant tout le temps de leur existence, ces administrations municipales, orgueilleuses de leurs beffrois et de leurs cloches, furent, en France du moins, incapables de se doter de la plus modeste maison commune. Les échevins et conseils se réunissent tantôt ici, tantôt ailleurs, dans l'une des portes de l'enceinte fortifiée, dans les halles, chez l'évêque ou chez les chanoines. À Orléans, la chambre bourgeoise se trouvait dans le Châtelet royal et de même à Sens. Le plus souvent, les conseils siégeaient dans une des salles du tribunal comtal ou vicomtal. Domus Pacier, Domus Iudicia à Cambrai, Curia Publica à Louvain, Courmayeur à Compiègne, ou encore Malmaison, de Malum, assemblée de justice. En 1470, au Mans, pour recevoir le comte, l'assemblée des gens d'église et des bourgeois dut se tenir dans la grande salle du palais épiscopal, et la charte, solennellement accordée par Louis XI en 1481, fut mise en un coffre qui, faute de mieux, devait être déménagé de maison à maison, à tel point que, complètement démantelé, il fallut en faire un neuf. La première chambre de ville du Mans date de 1611. Par leur incapacité à construire une maison commune, c'est-à-dire un hôtel de ville, le lecteur comprend que nombre de communes sont incapables de s'imposer politiquement et de bien s'administrer financièrement. Mais l'auteur lui-même ne développe pas ses explications de manière explicite. Or, si l'auteur décrit ce phénomène, il ne l'explique pas explicitement. Certes, il donne deux causes à la popularité des communes, la première étant qu'elles sont de fait exclusivement le gouvernement des riches, agissant pour leur propre compte, et la seconde étant la violence endémique des villes. Celle-ci se manifeste d'un côté par les guerres civiles et les luttes de factions incessantes, et de l'autre par les guerres extérieures, parfois très violentes pour étendre la domination de la commune sur la campagne environnante. En fait, quand l'historien regarde l'histoire réelle des communes, on est bien loin de l'image, idéale et inspirante, donnée par la fresque du bon gouvernement, peinte au palais communal de Sienne, ou, pire, des clichés modernes sur la ville médiévale, comme havre de paix bourgeois, au milieu des prédateurs féodaux. Cependant, vous remarquerez que ces deux causes, le gouvernement des riches et la violence urbaine, n'expliquent pas la mauvaise administration des villes de France, au point où celles-ci sont incapables de bâtir une maison commune. Bien sûr, le lecteur peut extrapoler, induire les processus historiques conduisant à ces échecs politiques et financiers, mais l'auteur lui-même ne développe pas ses explications de manière explicite. Ici, je n'ai cité qu'un exemple, mais ce type d'enchaînement se retrouve à plusieurs reprises dans l'ouvrage. Pour résumer, Jacques Herz explique très bien la mystification de la réalité historique, mais lorsqu'il restitue la dite réalité, il l'explique parfois de manière brève, voire de manière insuffisante. C'est bien sûr compréhensible par le nombre de pages réduit, imposé par le format de l'essai, mais cela oblige nécessairement le lecteur curieux à se tourner vers d'autres références pour mieux comprendre l'Occident médiéval. Enfin, en quatrième et dernier lieu, l'auteur affirme qu'il faut abandonner des valeurs anachroniques pour comprendre le fonctionnement des sociétés anciennes, mais il ne propose pas d'autres modèles de compréhension. Par exemple, il relativise l'idée de « bon gouvernement », prétendument rationnel, et donc l'État centralisateur moderne. En effet, cet État est tout autant un prédateur fiscal que les seigneurs féodaux, bien que plus efficace encore dans sa prédation, grâce à de meilleurs moyens techniques. Cependant, Jacques Herz n'explique pas selon quelles autres normes non étatiques gouvernent les seigneurs féodaux. Le lecteur ne peut donc pas comprendre la réalité historique de la fiscalité médiévale et sur quels critères celle-ci repose. En effet, il ne suffit pas d'écrire que les normes sont relatives pour que le lecteur comprenne en quoi elles sont relatives. D'ailleurs, dans tout cet essai, Jacques Herz prend une position largement relativiste. J'entends par là qu'il prend comme acquis la relativité des normes en histoire. Or, personnellement, j'ai quelques objections à émettre contre cette option philosophique. Mais bon, là c'est vraiment un problème personnel, sans forcément d'intérêt pour tous les lecteurs. De plus, les opinions profondes de l'auteur sont difficiles à cerner. Certes, il relativise l'état moderne, les diverses idéologies et toutes leurs prétentions rationalistes et universalistes. Pour autant, il n'explicite pas une position relativiste dans l'absolu. Par exemple,
il ne relativise pas moralement la gravité des massacres et des persécutions subis par les minorités religieuses au Moyen-Âge. Ainsi, l'absolutisme ou le relativisme des normes semble la géométrie variable selon les thématiques. Enfin, pour conclure sur une note positive, je suis aussi personnellement attaché à ce livre car il a représenté ma découverte du médiévalisme du XVIIIe siècle. Le médiévalisme désigne les représentations du Moyen-Âge postérieures à ce dernier, c'est-à-dire non la période médiévale elle-même, mais la période telle que revisitée et réappropriée par l'imaginaire des époques ultérieures. Mais attention à ne pas confondre le médiévalisme et le médiévisme, lequel désigne l'étude scientifique de l'histoire médiévale. Avant ma lecture de l'essai Le Moyen-Âge, une imposture, ma connaissance personnelle du médiévalisme, comme courant esthétique et intellectuel, se limitait au romantisme du XIXe siècle et à la fantaisie littéraire du XXe. De manière générale, cet essai m'a appris que la domination artistique des canons de la Renaissance a en fait été assez relative aux époques modernes et contemporaines. De la Renaissance elle-même, je connaissais sa construction intellectuelle au XVe-XVIe siècle dans le milieu des artistes et des humanistes. Néanmoins, j'ignorais à quel point cette construction était tributaire de préoccupations politiques. En outre, j'ignorais que la primauté intellectuelle et artistique de la Renaissance s'était vraiment construite dans le temps long, sans accord unanime jusqu'au XIXe siècle inclus. De manière schématique, la lecture de l'essai m'a fait prendre conscience des vieilles oppositions dans les discours sur l'art, existant depuis le XIVe siècle, c'est-à-dire les oppositions entre d'un côté des courants entre guillemets classicistes ou renaissancistes, et de l'autre des courants gothicistes ou médiévalistes. Certes, cette formulation n'est pas directement issue de l'essai de Jacques Herz, mais c'est bien Le Moyen-Âge, une imposture qui m'a amené à cette réflexion et à relancer mon intérêt pour le médiévalisme, ancien ou récent, intérêt dont je souhaiterais vous partager plus en détail à l'avenir sur cette chaîne. Au-delà de l'histoire médiévale elle-même, ce livre permet donc de mieux appréhender notre rapport au Moyen-Âge, qu'il soit personnel ou collectif, et à son héritage culturel, encore bien vivant de nos jours. C'est donc sur cette note positive que s'achève cette longue vidéo consacrée à l'essai Le Moyen-Âge, une imposture de Jacques Herz. Merci à tous pour votre écoute, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était un compte-rendu de lecture assez long, mais j'ai vraiment voulu détailler le contenu de l'ouvrage avant d'énoncer mes critiques, positives comme négatives. Si j'ai voulu faire cette vidéo, c'était d'abord pour présenter un livre que j'appréciais, ensuite pour casser quelques idées reçues sur la période médiévale, et enfin pour évoquer la question épineuse de l'identité du Moyen-Âge. On peut formuler cette question différemment: qu'est-ce que le Moyen-Âge? Quelle est son essence? Voire, le Moyen-Âge est-il vraiment une période historique cohérente en elle-même? Idée que remet justement en cause Jacques Herz. En outre, comme indiqué en conclusion, cette vidéo servira d'introduction sur la chaîne à la notion de médiévalisme. La construction et la mystification du Moyen-Âge, telle que traitée par Jacques Herz dans cet essai, m'ont en effet semblé une bonne porte d'entrée sur la perception de la période médiévale à travers l'histoire moderne et contemporaine. À l'avenir, je pourrai ainsi aborder plus facilement d'autres sujets ayant trait au médiévalisme. Si les comptes rendus de lecture en général vous intéressent, vous pouvez également visionner les deux autres sortis précédemment, le premier sur le mythe national de Suzanne Citron et le second sur la France au XIXe siècle de Guillaume Cuchet. De la même façon que cette vidéo-ci, vous y trouverez d'abord une présentation des ouvrages, puis mes critiques personnelles, qu'elles soient positives ou négatives. Pour ne pas rater la suite et pour encourager la nouvelle chaîne, je vous suggère également de vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime et un commentaire, et surtout partagez-la afin de mieux faire connaître le livre de Jacques Herz et mon compte-rendu d'aujourd'hui. Enfin, vous pouvez également me suivre sur X, anciennement Twitter, pour continuer à échanger. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec la bibliographie, et je vous dis à bientôt, salut à tous!